Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la feuille de match. Et comme chaque semaine, on commence un petit peu en retard avec quelques soucis techniques, mais c'est parce qu'on tourne à la table de mixage. C'est normal que tout ne soit pas parfait. Bonsoir à tous, on va être ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui, une belle équipe de titulaires, puisque on va commencer par nos milieux de terrain, même si on a notre gardien qui est sur ma gauche, mais on va commencer avec les milieux de terrain relayeurs. Comment ils vont les deux, Fred et Nathan? Ils vont bien, enfin, ça va, moi ça va. Ça va. Moi, Est-ce que toi tu vas bien comme moi? Ouais, moi aussi ça va, et toi? Super. Bon, voilà. On fait l'émission ensemble, monsieur? Eh bien écoutez, si vous allez bien, c'est le principal, messieurs. À ma gauche, notre dernier rempart qui est là. Comment il va, Vincent? Eh bien ça va super, très content d'être là. Ça fonctionne, tout va bien. Ouais. Donc la vie est belle. Et Il y a un ouais. truc qui va merder, on le sent là, on sait pas quoi. Et notre avant-centre, on l'a foutu en cabine parce qu'au bout d'un moment, faut pas déconner, il marque pas assez les lundis, même si hier il a encore planté. C'est Auxence. Comment il va, Auxence? Bah écoutez, est-ce qu'on m'entend? Oui, monte-toi un peu le micro, mais normalement ça devrait être bon. Bah écoutez, bonsoir à tous, je suis très content d'être en technique pour cette première. Je m'excuse déjà pour les petits soucis techniques qu'il va y avoir, mais pour le jingle d'intro, j'ai une excuse, c'est que ça n'a pas chargé. Non, ça n'a pas chargé. T'as appuyé sur le bouton, il a chargé le truc, ça partait pas. Donc ça vient de. Voilà, ça vient de du Radio PC. Stania. Voilà. Tiens. Voilà. T'es aussi technique que ton idole, quoi. Exactement. Avec nous pour cette émission, on reçoit Paul, un supporter. Comment il va, Paul? Ça va, merci. Merci de l'invitation. Content d'être ici pour parler du TEF. Bienvenue à toi. Au programme aujourd'hui, messieurs, les actus du club, le mercato, le résultat des féminines, des jeunes, vous en avez l'habitude, c'est la première partie. Ensuite, on fera un retour sur TFC Brest, la preview avec Toulouse-Ajaccio avec un supporter ajaxien, Loïc, l'interview supporter de Paul qui est avec nous, et un petit quiz à la fin de Auxence. Vous pouvez réagir avec le hashtag Toulouse sur le compte Twitter, sur le Facebook Live, sur notre page, ainsi que celle de Radio Occitania. C'est Vincent, là, il est en train de mettre tous les petits trucs à jour avec pas mal de nouveautés. En plus, vous pouvez voir pas mal de design. Ça se voit que le mec est en vacances. Enfin, pas en vacances, en arrêt, pardon. Les débuts de la fin. Exactement. N'hésitez pas à lui faire des retours, ça lui fera plaisir. Nous, on trouve ça très stylé, mais C'est dégueulasse les couleurs. Voilà, donc ce genre de retour. Non, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils, je suis preneur. On est des amateurs, on est des passionnés, donc. Toute main d'œuvre et tout conseil professionnel sont toujours bons à prendre. Exactement, et n'hésitez pas à réagir. Il lira vos commentaires, mais ça, vous commencez à en avoir l'habitude. Ça reste quand même la 186e émission. Messieurs, vous pouvez nous appeler aussi au 05 61 80 40 40. Peut-être on appellera Mehdi, ça j'ai oublié de le dire à Auxence, il est en train de l'apprendre en direct, il est en panique. Mais peut-être qu'il faudra appeler Mehdi vers 20h15 pour voir s'il est dispo pour le retour de match. Mais d'abord, on va passer aux news. Quels objectifs vous fixez pour cette saison? On l'a dit et répété, on va essayer d'aller le plus haut possible. On va commencer ces news, c'est Auxence qui va débuter avec le mercato. On a une nouvelle arrivée. Exactement, puisqu'on a... Après Kamanzi, on a une nouvelle recrue assez surprise, puisque le TFC enregistre l'arrivée du latéral gauche chilien Gabriel Suazo, donc arrivant libre en provenance de Colo-Colo. Il restera au pays comme une référence à son poste et surtout l'un des enfants de l'un des plus gros clubs sud-américains, donc puisqu'il y a signé pro en 2015 et puisqu'il est capitaine depuis presque 2 saisons maintenant. À 25 ans, il possède quand même un beau palmarès national. Il compte 3 championnats, 2 coupes nationales et quelques parties de prestige en Copa Sudamericana et Copa Libertadores. Donc ça pose quand même des références. Équivalent Ligue des Champions, Ligue Europa des Amériques du Sud. Exactement. C'est un latéral gauche offensif qui est capable de monter milieu gauche, mais bon, ça on en a l'habitude avec les Sud-Américains, ils sont toujours très offensifs. Par contre, la petite particularité qui est sympa, c'est qu'il peut dépanner au milieu de terrain. Et ça, c'est quand même un profil assez polyvalent, bien coté. Comme souvent avec les nouveaux latéraux. Ouais, exactement. Donc pour la petite histoire, libre de tout contrat depuis 2023, l'actuel international chilien au 13 cap a fait exprès de ne pas prolonger avec son club de Colo-Colo pour viser justement le mercato européen. Et force est de constater que sa stratégie a marché puisqu'il a été cité un peu partout aux 4 coins de la planète pendant les 2 semaines de pause. Il a été envoyé en Croatie, en Turquie, au Brésil, etc. Mais il a fait l'objet de 2 offres concrètes, donc Cruzeiro au Brésil et Beşiktaş en Turquie. Et j'avoue que malgré les recherches que j'ai faites pour préparer l'émission, vraiment, j'ai pas réussi à trouver une seule fois le nom du TEF associé à ce mec, donc chapeau bas. Est-ce que ça t'étonne? Honnêtement un peu quand même, parce que ça a été même des médias français, même étrangers, vraiment impossible. Il y a eu des médias turcs, des médias brésiliens, mais au-delà du TEF, il y avait vraiment personne qui le voyait partir en France. Après, c'est l'habitude du TEF depuis
pas mal de saisons maintenant d'avoir des joueurs un peu qui sortent de nulle part. On a toujours des rumeurs et au final on a toujours le mec auquel on s'attend pas. C'est ça qui fonctionne aussi bien avec le TF, hein, ils arrivent à brouiller les pistes, mais au final n'avoir aucune rumeur, aucun nom. On attendait à Moulich, là, il y avait des rumeurs, on s'attendait à le voir débarquer au stadium, et là, pim, on a un mec, on sait pas d'où il sort. C'est bien. Moi, j'ai soupçonne de faire exprès le TF, juste pour brouiller les pistes, qu'ils en ont marre, qu'on trouve les datas avant eux, que tout le monde joue maintenant avec son football manager. Ils se disent, tiens, on va en prendre un, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Enfin, personne ne connaît, personne n'entend plutôt. Il y a un tweet très intéressant de Tian Didoyer qui est tombé hier, si je ne dis pas de bêtises, qui dit qu'il non, il va bien. Qui dit qu'il le suivait, qu'il l'a suivi en Amérique du Sud et qu'il apparemment il a une très belle cote là-bas. Donc, apparemment, il est bien coté. Voilà, Thomas, il a un profil qui est assez intéressant, quoi. Moi, je suis allé faire 2-3 recherches. J'ai vu sur Transfermarkt qu'il est estimé à 2 millions d'euros, ce qui est pas horrible pour un joueur qui vient d'un championnat entre guillemets exotique. Et ils ont toujours cet esprit un peu sud-américain de grinta, donc dans une deuxième partie de saison avec des moments peut-être si on a quelques pépins, quelques moments un peu difficiles, il sera ressoudé tout le monde, et je pense que ça peut toujours être intéressant. Et puis un leader de vestiaire, capitaine de Colo Colo, c'est pas rien, même pour ceux qui connaissent pas, là-bas c'est l'équivalent d'un PSG, je dirais, ici peut-être plus d'un Marseille, on va dire. Ouais, Marseille, puisqu'ils ont une Coupe Libertadores. Ouais, c'est vraiment le plus gros club du Chili, donc c'est quand même une belle cote. Donc tout ça pour finir, au final, c'est le TEF qui a réussi à le convaincre, et il signe jusqu'en juin 2026, et pour être complet, son numéro de maillot n'a pour le moment pas été attribué. Voilà. On est bon pour le Chilien. Votre avis sur cette signature, vite fait? Attends, cible des parties là, c'est très bien. Ouais, et voilà, c'était la deuxième question. Ah, tu l'as tout pour désolé. Non, mais c'est parce que clôturer l'émission. C'est un peu. Après, moi, je vais pas vous mentir, les mercatos hivernales, ils me font peur. Les hivernaux, ça va. Hivernaux, pardon. Les mercatos hivernaux, excuse-moi. Mais ça me fait peur, le mercato hivernal, parce qu'on n'a jamais vraiment de gros joueurs qui ont signé à ces mercatos-là, et c'est rarement des top joueurs qui se sont imposés dans l'histoire. Et je ne parle pas que pour le TEF, pour tous les clubs. Mais bon, connaissant le TEF et les nouveaux projets, bon, peut-être que, mais bon, j'attends de voir. Ouais, ça me fait quand même 2 qui arrivent là. Vas-y, attends. Moi, j'avais juste une dernière question pour vous lancer. Qu'est-ce que vous pensez de son temps de jeu pour la saison qui va se terminer là? Est-ce que ça va être vraiment le backup de secours pour cette saison, ou est-ce que c'est vraiment le futur titulaire de 2023-2024? Aucune idée de ça. Joker. Je sais pas. Je suis pas aux entraînements. On disait ça d'Oliver Zanden, et on voit où il en est. Ça aussi. Oui, lui là. Qu'est-ce qu'il va devenir maintenant? Un prêt. Faut le prêter, Zanden, faut qu'il acquiert du temps de jeu. Il y a Silla qui a l'air installé quand même depuis le début de la saison sur ce côté-là. Clairement. Si ça peut le permettre sur certains matchs où il peut être un peu moins bon, un peu critiqué, de hausser son niveau de jeu en ayant un peu de concurrence derrière, ça peut être intéressant dans ce sens-là. Puis il risque de basculer à droite aussi, Silla, en attendant que Kamandi peut-être soit au niveau. Donc ça veut dire peut-être Silla peut dépanner aussi à ce niveau-là. Moi, ce qui me pose la question aussi, c'est est-ce qu'on va pas vers une évolution aussi du schéma tactique? Pourquoi pas aussi repasser vers un 3-5-2 avec 2 latéraux qui sont quand même assez offensifs, que ce soit Kamandi ou Soiseau. Donc au final, est-ce que c'est pas un objectif aussi d'évoluer en seconde partie de saison? Si tu suis la logique, doubleur de Silla, tout en lui faisant des rentrées de jeu ou des matchs par-ci par-là, pour préparer l'année prochaine, on va dire la saison prochaine. Donc il arrive libre, c'est ça? Il arrive libre, ouais. Ça choque personne là. Ouais, pourquoi? C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas déboursé un seul centime. Nous, chez nous, on crie que les joueurs vont partir libres. Mais là, il y en a un qui arrive libre et personne. Mais attention, sa réaction est très intéressante. Il a refusé de prolonger pour attendre le mercato européen. Ce qu'il faut qu'on prenne en compte sur ces mercatos là qui sont en train d'arriver, c'est que les joueurs prennent de plus en plus les pouvoirs aussi pour toucher des belles primes à la signature, avec les agents et tout ce qui se passe derrière, bien entendu. Mais les clubs ont de moins en moins la main sur ces joueurs. On a Bernard sur le Facebook Live qui demande si Silla va peut-être pas partir avant fin janvier, justement. T'as 5 millions carrés sur la table, je pense qu'on l'amène tous à l'aéroport. Parce qu'il est sous contrat jusqu'à 2024, Silla, non? Ou 2023? 2023, je crois, non? Je crois qu'il est censé partir libre à la fin de la saison, là. Ouais, d'accord. Ouais. Ok, non, je crois que c'est 2024. Et d'ailleurs, Silla a dit qu'il voulait pas reprolonger puisqu'il avait d'autres projets. Il a vraiment progressé.
Il a vraiment progressé. Est-ce qu'il a une cote financière qui est. Ça, je sais pas. Je suis pas sûr. Mais parce qu'il a quand même 28-29 ans. Mais dans un projet européen d'un club médian français, il a sa place, tu vois. Après, si là, ça peut partir. En Angleterre. Non, ça peut partir au Moyen-Orient, quoi. Wow. Je l'aime bien. Pas encore. S'il y a un gros contrat. Il manque encore de 3 ans. Encore, ça pourrait être 2-3 millions de plus-value si quelqu'un peut mettre. Après. C'est sûr que ces 2 dernières saisons, ça l'a bien relancé. Et je pense que lui aussi, ouais. Moi, je vais pas te mentir. Il a progressé quand même. Si on veut être serein sur le maintien, il faut qu'il reste jusqu'à la fin de la saison. Mais qui mettrait 1 ou 2 millions sur Silla alors qu'il est libre dans 6 mois. Donc ça m'étonnerait. Donc, celui qui veut l'avoir. S'il y a plusieurs clubs qui se battent, c'est les enchères. Ouais, je suis sur sa page Transfer Market. Donc il vient de faire 29 ans. Et est-ce que vous connaissez sa cote ? 2,5 millions. 2 millions. Donc ouais, tu. Ouais, bah ouais. Ouais, tu ferais une plus-value avec un joueur libre. Dans Silla, mais ça... Si tu le vois d'une version économique, Silla, tu dois le faire partir parce que tu viens de voir son remplaçant. Ouais. Si tu as une vision sportive, tu le gardes jusqu'à la fin de la saison. Ouais, et tu acceptes qu'il parte. Non, mais honnêtement, tu as un équilibre. Je vois pas, il n'y aurait aucune cohérence de le laisser partir maintenant. Donc, Si on a 2 minutes sur Silla, j'ai vu un débat assez intéressant sur Twitter la semaine dernière. Est-ce que pour vous, Silla, c'est une légende du TFC ? 15 fois que oui. Moi aussi, franchement. Et pourtant, je suis son premier détracteur et je l'ai haï pendant des années. Mais si tu prends un peu de recul, tu regardes, une légende, c'est quoi ? C'est un mec qui joue longtemps, qui s'installe, qui est régulier et qui se bat pour le club et qui mouille le maillot. Moi, c'est ma définition en tout cas. Silla coche toutes les cases et le mec a toujours été présent dans les moments les plus galères et tout. Et oui, et je trouve qu'en plus, il a vraiment progressé, moi, je trouve. Il arrive peut-être à son, j'aime pas ce terme, mais à son prime. Non, mais je déteste ce terme, mais voilà, mais c'est un peu le cas. Et s'il doit partir, je pense que c'est maintenant. Et s'il part libre, c'est pas grave. Rappelez-vous, si là on l'a chopé dans un, on l'a rapatrié, je crois, de Guinée là dans un. Ouais. Ah, j'ai perdu le mot de formation. Non, c'était de l'académie, mais voilà. Oui, le mec nous a coûté peanuts. Il a fait toute sa carrière ici. Bon, il a fait des prêts, etc. à Lens et au Gazec d'Ajaccio. Et à chaque fois qu'il est revenu, il s'est installé. Donc, ouais, je pense que ouais. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, franchement. Ça fait des années qu'il est là en plus. Il a toujours la pêche sur le côté, toujours à faire les allers-retours, à faire les efforts. Après, bien sûr, il y avait des années où il était moins bien que d'autres. Mais là, il a progressé. Enfin, il a le niveau. Et quand il était moins bien, il était toujours meilleur que le reste de l'équipe. Donc il était toujours. Ouais, puis c'était une période où c'est que l'équipe donc entière était mauvaise, quoi. Donc, ouais, et puis est-ce que ça serait pas tout simplement la meilleure sortie possible pour lui ? Si, bien sûr. Bien sûr. On va enchaîner, messieurs ? Enchaînons. Eh ben, j'enchaîne du coup avec une deuxième info mercato. Parle devant le micro, on t'entend pas très bien. Monte ton micro. Vous m'entendez bien là ? Oui. Ok. Donc je disais deuxième information, cette fois dans le sens des départs. Bon, honnêtement, c'est une information. Bien futé là, il nous fait les infotrafics là. Ouais, ça annonce vert. La vallée du Rhône est bouchée ou pas ? C'est une information donc qui date du début du mois, mais qui reste quand même assez d'actualité, puisqu'on va parler de Veljko Birmančević, le Serbe qui a été acheté 4 millions à Malmö. Et à en croire les Suédois de Sport Expressen, Malmö est rentré en contact avec Comoli pour essayer de rapatrier son poulain via un prêt en Suède. Alors bon, il a acheté, on vient de le dire, il a été acheté pour 4 millions cet été. Il a disputé qu'une dizaine de matchs sans réelle réussite. Il n'a pas mis son premier but en Ligue 1 pour le moment. Il y a son but contre Lannion qui, on l'espère, va pouvoir le lancer. Alors forcément, le TEF s'oppose fermement. Il va avoir clairement un rôle à jouer pour cette phase retour. J'attends vos avis. Est-ce que c'est la bonne décision du TEF ? Est-ce que vous comprenez Malmö ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'avais un truc à dire sur Birmančević, pardon. Je suis un peu déçu parce que je trouve que franchement, il mériterait plus de temps de jeu. On peut pas dire qu'il ait réellement eu sa chance depuis le début de la saison, selon moi. Il est rentré pour la première fois de mémoire, c'était contre Reims au Stadium, où Montagnier était furax contre lui parce que c'est vrai qu'il a vendangé, machin, etc. Mais quand il rentre, je trouve qu'il apporte. Il est tonique, il est rapide, il peut faire des bonnes passes, il a une bonne frappe de balle, il est technique. Enfin, je sais pas si vous avez vu sa rentrée contre Brest. Moi, j'ai bien aimé dans un match un peu moribond. Je trouve que devant, il a vachement apporté. Et avec un Dalinga qui est moins bien récemment, je pense qu'il a un rôle à jouer, définitivement, vraiment. Ouais, il faut qu'il fasse ses preuves, quoi. Bon, il arrive. C'est comme tous les joueurs de nos mercato, en fait. Ils ont du mal à... C'est un peu des diesels, je trouve. Écoute, il faut lui laisser du temps. Moi, jusqu'à maintenant, on m'a pas hyper impressionné. Mais bon, Montagnier le voit tous les jours aux entraînements. Donc, s'il en fait pas un titulaire encore indiscutable, c'est qu'il a ses raisons. Mais
Mais là, oui, on sent que depuis quelques semaines, il y a un timide démarrage, quoi. Ça commence à se mettre en place. Donc il faut voir. Bon, après, il a le match de samedi en coupe. Je pense qu'il va jouer sur. Donc on verra bien. Pour clôturer tout ça, on va prendre la citation de Damien Comolli. Un mercato se joue sur 2 ou 3 ans. Ouais, c'est ça. Donc on verra dans 2 ou 3 ans et il faut le garder. Et moi je te rejoins, bon joueur et on va avoir besoin de lui, je pense. Après, vous comprenez Malmo. Moi, je m'en fiche. Ils essayent, ils ont raison. Ils voient que un de leurs meilleurs joueurs a été transféré. Ça matche pas très bien pour lui. C'est de le récupérer, c'est le jeu. On a Serkin sur le Facebook Live qui nous dit que si tu le prêtes, tu perds ton adaptation. Oui, totalement. Il va rester. Non, il faut qu'il reste. Et pour finir. Oui, puis c'est surtout qu'ils ont lâché 4 millions derrière. S'ils le récupèrent en prêt pour finir la saison, financièrement, c'est une grosse plus-value quand même. C'est clair. Comment on dit pigeon en suédois, s'il vous plaît? Ikea, non, c'est pas ça. On enchaîne avec les résultats des jeunes et des féminines, mon petit Nathan. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a une victoire de la réserve 2-0 contre Castanet. Ils sont 3e, donc prochain match avec Gomorte le week-end prochain. Ouais. Les 19, ils ont perdu. Donc ils continuent la mauvaise série. Ils ont perdu 1-0. Contre Montpellier. Montpellier, c'était un peu le gros choc de ce championnat. Ils perdent en plus, après avoir perdu un Gambardella, ils perdent la première place du championnat. Donc seconde désillusion en 2 semaines. Les prochains matchs, donc c'est le 22 janvier à 14h30 contre Béziers, qui sont 4e. Les 17, ils ont gagné donc dans le derby contre la Jet 4-2. Donc j'ai pas de classement. Ils étaient 3e de base. 17, ils sont 3e. Ils sont 3e et 4e Béziers, ouais. Ça dépend, je sais pas. Et les U16 ont gagné 3-1 contre l'Entente Saint-Clément-Bon. Donc prochain match dimanche face à Bagatelle le 22 à 15h. Les féminines, donc la D2, elle a repris le championnat le 22 janvier. Elle reprendra le championnat. Il est dans le futur, on attend, laissez-le. Ah ouais, c'est ça. Le 22 janvier à 14h30 à Nîmes. Donc elles sont toujours dernières, mais avec un goal average qui est bien plus mauvais, -2 contre -38. La R1, elle a gagné 3-0, car donc ça s'est pris un été forfait. Ouais. Prochain match à Rodez le 22 janvier à 13h. Et elles sont 4e. Et 19, ça reprend plus tard, je crois. Ouais. Plus tard. La semaine d'après, là. Dommage pour déçu pour les 19 quand même. 2 contre-performances. 2 contre-performances. Ils avaient l'occasion d'avoir justement, c'était un peu un moment charnière de la saison pour eux, entre ce match de Gambardella et le fait de conserver leur première place en championnat U19. Donc, dommage. On espère que ils vont pouvoir remonter la pente assez rapidement. Après, ça arrive dans une saison. Il y a des creux. Bon. Tu suis les féminines ou les jeunes un peu ou pas? Les féminines, non, pas trop pour vous avouer. Mais par contre, les 19, un petit peu. J'aime bien suivre un peu la Gambardella, etc. Depuis l'épopée avec les Moussa Diarra, Amine Adli. Mais sur les 19, c'est vrai que la semaine dernière, le scénario, il est cruel. Vous en avez parlé dans l'émission, il me semble. Et je pense que ça reste un peu dans les têtes. Surtout en Gambardella, je pense que c'est une compétition qui leur tient à cœur à des jeunes comme ça. C'était clair. Je pense que c'est clairement un objectif du club. Après... Tu regardes l'équipe Titu U17, t'en as certains qui ont joué avec les U19 en Gambardella et certains des U19 qui n'étaient pas présents parce que trop vieux aussi. Ouais. Donc quand t'en as certains en plus qui sont... Enfin Giacomo Pérez par exemple qui est leur attaquant un peu phare, Rest n'y était pas non plus. Enfin, tu vas pas avec ta meilleure équipe non plus. Non c'est sûr mais ils auraient dû gagner. Ça ils auraient dû gagner. Clairement. Puis au classement ils sont pas... Non mais tu perds la première place. Ouais, tu perds la première place. Voilà pour le petit. Pardon. Le feu là, quoi. Non. Voilà pour les petits résultats. On suivra ça bien entendu ce week-end. N'hésitez pas à aller autour des pelouses, même s'il y a quelques déplacements. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns à domicile. On vous mettra de toute façon tout ça sur nos réseaux. On va enchaîner avec le retour du match entre Toulouse et Brest. Et je pense qu'aujourd'hui je suis prêt pour la Ligue 1. Je suis plus un enfant. On va enchaîner avec ce match entre les Toulousains et les Brestois. On venait de s'imposer 5-0 à Auxerre, donc on était en pleine confiance, en pleine bourre. Vous avez pu suivre ça, nous Danu, on a commenté ça de main de maître, je sais pas, mais en tout cas on a pris beaucoup de plaisir. On remercie encore une fois Romain de nous avoir accueillis en espérant vite refaire ce genre de choses. Pour la compo, du Pérou, Nicolas Sen, Silla, Diarra, Spearings, Van Den Boomen, Deyaguru, Ratawa, Bouklal et Ado, encore une fois, sont entrés en jeu Bierman, Sevic, Kita, Dalinga, Shaibi. Un partout, but de Mounier pour Brest et égalisation d'Abouklal pour nous en seconde mi-temps, les deux sur corner. Alors,
Sur le papier, le match nul il est un petit peu décevant, hein, parce qu'un point, on s'attendait à en prendre 3 face à Brest. On se devait d'en prendre 3, mais quand on voit le contenu, j'ai quand même l'impression que c'est assez logique. Je sais pas, quel est votre avis sur cette rencontre, Nathan? Ouais, globalement, le nul est quand même mérité, même si Brest offensivement n'a pas montré grand chose, surtout en seconde mi-temps où c'était le néant total. Mais c'était une équipe qui était assez présente au milieu de terrain, qui nous a quand même embêtés. Une équipe qui pour moi n'a pas la tête d'une équipe de Ligue 2, comme on l'a vu malheureusement face à Auxerre. Voilà, beaucoup de présence qui nous a empêché justement de mettre notre jeu en place. On a essayé de rester dans la continuité de ce qui a été fait justement face à Ajaccio et Brest. Mais voilà, compliqué dans la création de mouvement. Ils ont marqué assez rapidement aussi. Donc derrière, on le sentait. Hein. C'est Fred, avant le match aussi, tu disais tu craignais l'ouverture du score et que ça resserre derrière. Je craignais pas que ça. C'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire ouverture du score sur un coup du sort, sur un coup de pied arrêté. Et derrière, ça essaye de tenir le score comme ça peut. Bon, après, techniquement, Toulouse était quand même supérieur. Mais quand tu regardes, on n'a pas non plus eu des masses d'occasions. Voilà, on avait quand même une position supérieure et voilà, dans le jeu, on voyait qu'on était quand même, on était quand même beaucoup plus dangereux sans avoir non plus, voilà, le truc de se dire qu'on les a écrasés. Donc, écoute, logique. Et puis voilà, ça va pas nous faire prendre la grosse tête. Ouais, logique. Et même une première mi-temps, je dirais, où déjà une équipe de Brest dans le même schéma que nous, donc en 4-3-3. Et j'ai trouvé un milieu de terrain de Brest en première mi-temps assez dominateur, quoi. Je les ai trouvés même, ils n'étaient pas venus pour mettre un bus devant leur cage, quoi. Ils ont été de suite dans notre camp. Ils nous ont quand même fait subir un pressing intense, puisque ils ont été de suite dangereux sur le coup franc de Lesmelou. Et après, ouais, j'ai trouvé leur milieu, Lesmelou, Magnetti, je crois. Et Camara. Ouais, mais vraiment très très bon, quoi. Bon, après, ça a été un petit peu plus difficile. Donc, on va dire que la première mi-temps, on va dire, un ballottage pour Brest. En seconde mi-temps, on a marqué logiquement. Et pour moi, le match nul est logique, ouais. Non, c'est juste, justement, quand on a de l'adversité au milieu, c'est là où on sent qu'on est en difficulté et qu'on est bloqué. Ça nous est arrivé plein de fois, même au stadium. Donc, ouais, moi je trouve, je partage votre avis, on s'est fait bousculer, ça c'est sûr. J'ai bien aimé le doigt rond devant, le 22, là, je trouve qu'il a fait un super match. Et, il joue à Vincent, lui. Ah ouais, il joue sur le côté, je crois. Oui, c'était Mounier devant. C'était Mounier devant. Et je trouve que cette équipe, c'est une bonne équipe de Brest. Et je sais pas, je me demandais, j'étais avec mon oncle au match, on se demandait ce qu'elle faisait aussi bas au classement. Ils ont quand même des bons joueurs, Mounier, le Doiron, Lesmelou. Il y a Islam Slimani qui est rentré devant aussi. Et je trouve que le match nul est justifié. Chacun a eu sa mi-temps. Brest a été bon et Toulouse en deuxième mi-temps a été plus dangereux, donc c'est justifié. Après, tu as l'effet Eric Roy aussi qui est arrivé récemment à Brest. Donc, quand tu as un nouvel entraîneur, tu sais toujours que tu as toujours l'envie de bien faire. Donc, évidemment. Ouais. On va accueillir notre Mehdi National qui était avec nous pour quelques minutes ce soir. Ça va, Mehdi? Ça va et vous les gars? Ça va, merci. On est en train de débriefer le match. Un peu. Toi, j'ai l'impression que vous êtes sur l'autoroute parce qu'il y a un bruit de fond, je vous entends des fois de loin. Donc je sais pas si vous avez changé les locaux de Radio Occitanie, c'est sur le périph'. Mais oui, on est en direct avec les agriculteurs d'ailleurs. Bonsoir. Vous étiez avec je comprends mieux. Non, ouais, c'est possible. Oh, tu connais tu sais comment ça se passe ici. Hein, c'est pas toujours. Chaque semaine, on fait la même manip, mais c'est pas toujours le rendu. On était sur le match en général. Tu veux donner un petit point ou on rentre dans les détails d'entrée? Je peux te faire très court. Un point par rapport au match, c'est bien. Ouais, je pense que c'est ce qu'on est tous plus ou moins d'accord sur le plateau, que c'est quand même assez logique ce match nul. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Il y a eu un litige sur Nicolas Hyssen sur le corner. La frappe brestoise, est détournée par Mounier, et donc but. Sachant que juste avant, on espère tous une faute sur Nicolas Hyssen qui va au duel avec Christophe Herel, et Herel lui met carrément la main dans la figure et elle lui fait mal, hein, tout simplement. Donc, la question,
je vais vous poser 3 cas. Pour vous, qui sont les coupables? Dupé qui s'arrête totalement et qui du coup qui est pas prêt, qui est mal sur ses appuis, qui s'arrête un peu de jouer en réclamant la faute, qui sort un peu de son action. Abouklal qui monte pas assez vite sur le corner et qui laisse en jeu, on va dire encore Steve Mounier, ou l'arbitre qui ne siffle pas la faute, sachant qu'on y viendra après, mais notre cher président a fait une petite sortie diplomatique en conférence de presse. Moi, je dirais erreur collective, parce que du moment où tu as la vidéo qui est présente, tu te dois aller au bout des actions, même si tu penses qu'il y a faute, même si tu es obligé de suivre au bout, quoi. Et là, on sent qu'il y a une équipe qui s'est arrêtée de défendre sur l'action. Donc c'est ça qui me dérange un peu, moi. De toujours réclamer, de toujours être en permanence en train de... Il faut aller au bout. Tu vas au bout, et puis au final, tu vois, ça tranche. Soit il y a faute, soit il n'y a pas faute. Mais moi, je rajouterais quand même Nicolas Hyssen dès le départ, qui se fait... qui est en retard sur le duel. Voilà, qui est déjà en retard sur le duel. Je rajouterais les 2 qui traînent là, donc je crois que c'est Ratao qui traîne. Abouklal et Ratao. Abouklal, c'est le plus flagrant. Donc ils traînent dans la surface. S'ils avaient été un peu plus réactifs, tu montes, Mounier est hors jeu. Donc après, sur la faute, je sais pas, vous voulez qu'on en parle là ou... Attends, on va écouter Paul l'après-midi, vite fait. Moi, je suis du même avis. Je pense qu'il faut aller au bout des actions. Avec la VAR aujourd'hui, les actions vont au bout. Après, faute, pas faute, c'est à l'interprétation de l'arbitre. Donc, faut pas prendre de risques. Faut finir l'action et défendre jusqu'au bout. C'est aussi... Après, on peut reprocher, mais on va en parler après. Mais pour moi, il y a faute. Et après, bien... Pour toi, il y a faute, du coup, sur Nicolas Hyssen. Il lui met la main dans le visage, quoi, quand même. Ça siffle. Pour moi, ça siffle. Moi, je vais être... avant que je laisse la parole à Mehdi, il y a certains arbitres qui vont le siffler, d'autres qui vont pas le siffler. Voilà, et c'est le truc, c'est qu'on manque de cohérence dans cet arbitrage français. Et c'est un peu compliqué. Moi, je pense qu'il n'y a pas faute. Puisqu'en fait, la main, elle est après. Donc, l'impulsion, il n'y a pas faute sur l'impulsion. Il prend le ballon et la main, c'est dans la redescente du Brestois, quoi. Ça me fait de jeu. Puisqu'en fait, Nicolas Hyssen n'a pas sauté. Donc, Mehdi. Donc, pour moi, il n'y a pas faute, quoi. Enfin, il n'y a pas faute. C'est... on réclame tellement un arbitrage à l'anglaise où c'est qu'on laisse jouer. Et là, pour moi... il n'y a pas faute. Mehdi, t'es plus team arbitrage, Dupé ou l'axe défensif qui remonte pas assez? Moi, j'ai envie de dire comme Thierry Roland, monsieur Foot, vous êtes un salaud. Il y a toujours des coupables sur des buts. Oui, évidemment. Et pour qu'il y ait des buts, il faut qu'il y ait des erreurs. Donc oui, il y a des conneries de fait. C'est une action comme il y en a plein d'autres dans la saison. Oui, tu peux siffler faute sur Nicolas Hyssen. Oui, tu peux ne pas siffler faute sur Nicolas Hyssen. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt ce qui me fait chier, c'est que c'est sur ces frappes déviées là à la con, et voilà, Dupé s'arrête. Moi j'ai envie de dire, le seul qu'on voit qui s'arrête c'est Dupé, mais j'ai même pas envie de lui taper dessus non plus. Voilà, des buts t'en prends à d'autres. Moi franchement je sais même pas pourquoi il y a autant de débats autour de ça. J'ai pas compris le coup de gueule de Comolli. Le coup de gueule de Comolli, il y va parce qu'il fait une capture d'écran, et c'est ça qui est un peu dangereux d'ailleurs, c'est qu'il a pris une capture d'écran, et sur la capture d'écran, je pense qu'on siffle tous à 200% faute. Oui, mais il y a un contexte. C'est une image arrêtée. Laisse-moi finir. C'est qu'il y a un contexte à avoir, et c'est qu'une capture d'écran. Et dans le contexte, déjà de base, Nicolas Hyssen est en retard. Il est sur la redescente, etc. Et bon, ça peut se siffler. Il y en a qui les ont déjà sifflés, ce genre de faute, et même pour moins que ça. Rappelez-vous le but refusé de Chabi il y a 2 semaines, sur Ratao, la main qui fait, enfin la petite poussette. Ça se trouve, Monsieur Millot la siffle pas là. Donc, c'est. Voilà. Et je pense. Alors, attendez, la cohérence, on va juste m'arrêter sur ça. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce qu'a dit Comolli, Mehdi? Parce que lui, ce qu'il reproche, c'est aussi cette cohérence d'arbitrage et tout ce tarantata qui se passe autour de l'arbitrage. La cohérence, c'est fait pour les robots. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Non, je dis la cohérence, c'est pour les robots. À partir du moment où tu mets des êtres humains, oui, il va y avoir des décisions différentes sur des actions qui sont les mêmes. Voilà. Si à partir du moment où on ne peut pas accepter ça, c'est arbitré par des robots. C'est tout ce que... Voilà. Et oui, je sais pas, moi, je vois rien d'extraordinaire, il n'y a rien de fou pour moi. C'est qui arrive tout le temps, tous les ans. Ouais. Tout le monde s'en plaint, mais au lieu de chialer sur ce genre de choses, et puis, faut pas oublier. Je préférais qu'on dise que pour une fois, on a fait un match un peu moyen, quoi. Et puis en notre faveur, on a souvent eu des coups du sort aussi. Voilà, ça arrive aussi. C'est le lot. Maintenant, on tape sur la vidéo aussi. La vidéo, c'est un outil, mais ça fait appel aussi à l'interprétation de l'arbitre. Donc, c'est ce que je voulais dire, moi, c'est que si on se met à la place des Brestois, si nous, Brest, on est
si l'arbitre t'annule ce but, tu vas râler aussi de la même façon que si Brest avait râlé. Est-ce qu'ils ont une feuille de match à Brest? Et après, je veux dire, c'est pas non plus une erreur flagrante, genre la même de Thierry Henry contre l'Irlande, quoi, tu vois. C'est une action, comme dit Mehdi, tu peux siffler, tu peux ne pas siffler. Bon, l'arbitre a décidé de ne pas siffler. Alors après, Comolli, qui l'accuse quand même de malhonnêteté, en gros. Là, moi, je trouve qu'il va un peu loin. Ouais, c'est clair. Bon, voilà, c'est... Pour finir, Paul. Oui, non, c'est clair, ça peut siffler, ça peut ne pas siffler. Comolli, il est allé loin dans ses accusations personnelles, etc. sur l'arbitre, je suis d'accord avec toi. Après, le coup de gueule en général de Comolli, moi je le comprends. Il y a trop d'erreurs d'arbitrage aujourd'hui dans le championnat français, des cartons rouges à gogo, etc. Donc c'est bien aussi un peu qu'il y ait un président qui mette un peu de pression sur les arbitres. On se plaignait sous Sadran d'avoir un président qui disait rien. Donc là, on a un président qui parle, au moins on sait ce qu'il pense. Qui disent des conneries des fois, bien sûr, on va pas toujours être d'accord avec lui, mais moi je lui en voudrais pas de s'exprimer. Et c'est bien voilà, qu'il y ait un président quand même qui mette un peu de pression sur les arbitres. Mais après, est-ce qu'il aurait fait une com de presse c'est un peu excessif. S'il n'y avait pas eu ça, quoi. Est-ce qu'il aurait parlé de l'arbitrage si sur le match il n'y avait aucune décision litigieuse? On a Henri sur le Facebook Live qui nous dit que ce que reproche Comolli, c'est vraiment la réaction méprisante de l'arbitre. Au-delà de la faute ou pas, c'est le site, ne me parlez pas, ne parlez pas. Non, mais ça, c'est un autre souci. Ça, c'est l'arbitrage hors du terrain, on va dire. L'arbitrage français en général sur pas mal de trucs aussi, mais voilà, c'est comme ça. Communique pas. Voilà, les arbitres dans le foot ne communiquent pas. C'est pas comme au rugby où on peut voir, où on entend. Ils le demandent d'ailleurs. Où les arbitres parlent beaucoup, expliquent beaucoup, sont dans la pédagogie. Donc dans le foot et en France en particulier, ça ne marche pas comme ça. Alors oui, ça peut changer, mais c'est comme toutes les révolutions, on va dire, culturelles, ça prend du temps. Donc, oui, voilà. Ça c'est clair. Revenons à nos moutons, revenons aux sportifs un peu, messieurs. En ce première mi-temps, il y a eu quand même plus de 20 tirs au total entre les deux équipes. Donc un match quand même assez ouvert. On a Montagnier qui a dit en conférence de presse aussi qui trouvait qu'on retrouvait ce qu'on avait vu en Ligue 2 avec des blocs bas devant leur surface mais avec plus de talent. Et il compare aussi avec le match à Auxerre où il dit qu'on a eu un maximum de réussite. Auxerre, si je dis pas de bêtises, c'est 7 tirs cadrés, 5 buts. Là, on en a 7 ou 8 de cadrés, on en marque qu'un seul. Et cette fameuse aussi phrase qui ressort souvent d'être plus décisive dans les 30 derniers mètres. Dimanche, ce qui nous a manqué, c'est justement ça. Auxerre, le match, on le rejoue 10 fois. Je suis pas sûr qu'on le regagne 5-0 10 fois. Comme ça marche aussi à Marseille quand on prend le 6. Belle réaction en deuxième mi-temps, mais voilà, encore... moi j'ai revu que la première mi-temps en replay, mais je trouve que même dans la première mi-temps, toujours pareil, dans la construction, dans les phases de prépa, qu'est-ce qu'on a intéressant? C'est une, 2 touches de balle, 3 touches avec du mouvement, etc. Mais dans ces 30 derniers mètres, on a le mal qui dure au TF depuis pas mal d'années, c'est de prendre des décisions à l'entrée de la surface, d'allumer une frappe. On cherche toujours le bon mouvement, le mec esselé. Et pourtant, on a des belles stats en attaque, oui. on a une belle attaque. Hein. C'est ça. Mais après, on a l'image de Nicolaisen à la 80e là, qui arrive à l'entrée de surface et qui te met une frappe. Je me dis, tu vois. Presque le tournant du match, c'est quand Ratao, il met sa frappe sur le poteau. Quoi. Dès la 3e minute. Ouais, donc là, c'est déjà, pour moi, c'est le tournant de la partie. Quoi. Si on marque là, Brest va être obligé de sortir. Ratao à Bouclal. Parce qu'à Bouclal, il y a pas mal de gens aussi qui commencent un peu à monter contre lui, qui disent ses stats le sauvent. Il marque, il est passeur décisif, ça lui sauve ses matchs, mais en soi, genre, c'est dans le jeu, c'est compliqué. Il le trouve même pauvre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il monte un régime quand même par rapport à ce qu'il propose au début. Ouais, il a pas fait un gros match, ouais. Contre Brest, il a pas fait un gros match, mais il marque. Mehdi. Marocain, il faut rentrer de la Coupe du Monde. Oui, voilà. Il faut quand même après, à Bouclal, il a jamais. Avant de partir, il était un peu plus en canne que ça. Oui. Il reviendra mieux que ça dans les semaines à venir. Il faut aussi digérer le mois et demi qu'il a passé au Qatar. Mais il faut pas s'attendre à Bouclal qui prenne le ballon et qu'il aille dribbler des mecs. C'est pas du tout son profil. Son profil, c'est essayer de faire des appels à peu près intelligents et plus intelligents que la moyenne. Et ensuite, finir correctement parce qu'il a les 2 pieds. Et voilà, c'est ça le profil de la Bouclal. C'est pas un élite d'un contre 1, quoi. À la limite, il peut faire la différence sur une contrôle. Mais voilà, on le voit que sur les 1 contre 1, il a du mal. Et effectivement, sur le match de Brest, quand il a un peu moins de jambes, ça se voit quand il n'est pas bien servi aussi, parce qu'il y a eu des transversales de merde aussi de certains. Ouais.
Voilà, ça arrive. Branco. Vas-y, Vince. Ouais, on a Bernard sur le Facebook Live qui nous donne aussi son avis sur la composition et aussi sur le bilan du match. Du coup, Ratao Ado, pour lui, c'est pas bon. Il faut titulariser Dalinga et Shaibi. Je suis d'accord. Bon, alors quand Dalinga il joue, il faut pas le faire jouer, et quand il joue pas, il faut le faire jouer. Donc Montagnier a décidé de relancer Ado. Voilà, ça se passe pas trop mal, quoi, en fait. Moi, je l'ai pas trouvé très très bon, Ado. Ça se voit qu'il manque de confiance. Ado, il lui faudrait un petit but, je pense, pour le relancer un peu, parce que il a un peu du mal à s'acclimater au niveau Ligue 1. En Ligue 2, c'était bien, Ado. En Ligue 1, je le trouve un peu juste. Qu'est-ce que tu trouves de moins bon d'Ado avec Dalinga? Avec Dalinga, il est pas transcendant. Je sais qu'il est beaucoup critiqué, mais c'est deux profils différents pour moi. Dalinga, il est un peu lent. C'est vraiment le neuf typique qu'il faut mettre dans de bonnes conditions pour qu'il puisse marquer. Je trouve qu'il fait pas assez d'appels. Je trouve qu'il n'est pas assez tranchant dans ses appels. Et ça se voit qu'il essaye, mais il est pas assez tranchant dans ses appels. Et Ado. Les derniers matchs, j'avais les examens, je les ai moins vus, mais Ado, je le trouve un peu juste pour la Ligue 1, quoi. Moi, c'est un mec, je verrais Ado, qui est assez altruiste en plus, qui sent bien les coups, même dans les placements. Enfin, c'est un joueur, j'aime bien, mais je le verrais vraiment évoluer à 2 avec devant, avec un mec sur. Toi, tu le veux ton 3-5-2. Non, mais pour un joueur comme ça, après, je milite pas pour le 3-5-2, mais c'est vrai que je verrais, mais après, bon, le mec, je peux pas se le dire parce que Dalinga, je sais pas s'il est fait pour jouer à 2 devant, mais je sais pas, je le vois bien justement avoir un peu ce rôle de remiseur, de travailleur. Je sais pas, il serait plus à l'aise, je pense, à 2 devant. Montagne, il y a plus que ça, Dalinga, quand même, parce que là maintenant, ça fait quelques semaines, quelques matchs qu'on commence à le voir à gauche, on le voit au milieu, on le voit à droite. Donc moi, je trouve qu'il se déplace quand même maintenant. Oui. Mais ça, pour moi, Ado a encore une avance sur lui dans ses déplacements sans ballon. Après, le but qu'il met à Auxerre, fait bon. Non, mais je dis pas que c'est pas bon. Je te dis juste que Ado, il va plus se proposer. Ado, il revient beaucoup chercher les ballons. Si Ado technique, il aurait la technique de Dalinga, il serait titulaire à chaque fois. Il est trop brouillon techniquement encore. Et je trouve même que ça, pareil, ça progresse quand même petit à petit. Mais on a un mec qui pour moi, ils sont complémentaires. Et tu vois, Montagnier, il a dit, ce qu'on lui a interrogé sur la petite conférence de presse, il a dit Fares et Thaïs sur le banc, ouais, c'est sûr, ils sont déçus parce que c'est des compétiteurs, mais certains vont commencer, d'autres finir le match. On le voit en fonction de l'adversaire, et il faut que nos remplaçants mettent toute leur énergie sur le match et soient performants. Et moi, c'est ce que je milite depuis le fameux truc à 5 changements, faut pas avoir 11 mecs titulaires, il faut voir 14 mecs. Et un match, ça se construit tactiquement. Et peut-être que sur ce match-là, face à un bloc bas, on avait peut-être besoin de. Montagnier a estimé qu'on avait besoin d'un Ado qui allait plus se déplacer, plus fatiguer les axiaux, pour peut-être ensuite faire rentrer peut-être un finisseur, on va dire, qui est Dalinga, qui est plus fin, et que voilà. Bon, ça n'a pas payé avec des sites, de toute façon, on refait le monde. Et par exemple, sur Shaibi, voilà, c'est un jeune, donc je sais pas. Puis semaine à 3 matchs aussi quand même. Voilà, il y a ça. Donc il a 19 ans, il n'a pas encore un coffre, voilà, c'est pas un joueur de 25 ans qui est confirmé, donc il faut qu'il acquiert du coffre, tout ça. Donc il a besoin de temps de repos aussi. Donc moi je trouve que c'est bien de le ménager. Comme tu dis, on a joué on a joué 4 matchs depuis le 1er janvier. Donc voilà, c'est moi je pense que dans sa rotation, Montagnier c'est assez cohérent finalement. Mehdi, pour finir. Sur quoi tu veux? Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. C'est toi le roi de la fin. C'est toi qui as le mot de la fin. Non, sur Ado, si, il y a un truc. Si Ado il avait les pieds de Dalinga, il jouerait pas à Toulouse. Oui, c'est vrai aussi. Il y a de ça aussi. C'est un corps bizarre quand même. Je sais pas. Donc après, si une chose, vous avez évoqué Shaibi, effectivement, il l'a peut-être ménagé sur une semaine à 3 jours. Après, je sais pas si il s'en repassera de Shaibi, parce que encore une fois, quand il rentre, on voit quand même qu'il y a des choses qui sont très très intéressantes. Il est capable de jouer en plus, que ce soit au milieu ou sur un côté. Je suis pas sûr qu'il s'en repasse de suite de Shaibi et qu'il le remette pas titulaire, parce qu'il est beaucoup trop intéressant pour ne jouer que 20 ou 25 minutes, quoi. Bon, il est trop jeune pour enquiller. Tu ne parles pas d'âge. Il est encore trop jeune, quoi. Il faut qu'il le fasse tourner, ça me dérange pas. Et Dalinga, pour terminer, moi je pense que ça va être vraiment un sacré buteur chez nous. Enfin,
Messieurs, on termine la phase aller avec un bilan de 6 victoires, 5 matchs nuls, 8 défaites. On est 12e avec 29 buts marqués, 34 encaissés. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que sur nos 8 défaites, hormis Clermont et Nantes, le reste, c'est que du top Ligue 1. C'est OM, Paris, Monaco, Rennes, Lens et Lille. Tout le reste, on a pris des points. Un match nul ou une victoire, tout le reste, on a pris des points. Et pour ceux qui doutaient, qui étaient pensés qu'on était en crise, voilà. Il y a une deuxième partie de saison à voir. À voir ce que ça va donner. Mais en attendant, on est en... Deuxième partie de saison, Camille, 23 points, tu multiplies par 2, 46. Et puis on a surtout les gros à domicile aussi. Donc, Et surtout, il y a pire que nous en dessous quand même. Oui. Si ça peut nous rassurer, moi je trouve que... Ajaccio, typiquement, quand on prend 7 face à Monaco, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais là, on se plaignait aussi. On se plaignait de pas prendre de points justement face à des équipes du top 5 ou top 6. Et on était toujours à l'extérieur. Là, on aura l'occasion de les avoir au stadium. Donc, hormis on pourra gratter peut-être Paris, Monaco, le reste, tu vas chez eux. Ouais. Angers, Auxerre, Montpellier, Strasbourg, Montpellier, c'est pas bon cette année. Moi, je nous vois au-dessus quand même. Ouais, pour terminer, je voulais dire qu'on prend des points dans notre championnat et que l'essentiel est fait. Il ne faut pas oublier que l'objectif de base, c'est le maintien. Bien sûr. Là, pour le moment, on s'en sort très très bien. Je pense que si on avait su début août qu'on serait à la moitié de saison 12e, on aurait tous signé. Donc, il ne faut pas non plus faire les difficiles et s'imaginer en Europa League comme on se l'imaginait au début. L'essentiel, c'est le maintien. Voilà. Mehdi, oui. Merci d'être passé. Merci les gars. On espère te voir rapidement. C'est quand les vacances? Dans 3 semaines, 4 semaines? Déjà, on va peut-être se voir au stadium samedi. Oui, mais je te parlais à l'émission. Ah, l'émission, oui, non, mais il reste 4 semaines. Ok. Dans 4 semaines, à moins qu'il y ait une petite grève qui traîne par là, on ne sait jamais. Il a doublé Mehdi hier. T'as doublé hier Mehdi? Il a doublé, ouais. Il a doublé. Ah oui, effectivement. Il a marqué 2. J'ai pas fait exprès. C'est trop loin pour voir. Et les jambes ce matin, ça allait? Ouais, tranquille. Frais comme le là. Je peux dire, je l'ai vu à la douche, les fêtes ont été bonnes parce qu'il y avait un petit peu de gras. Hein. C'est pas le body summer de. C'est notre Wissam Ben Yedder à nous. Ta gueule, t'es mal placé. C'est bien pour ça que je l'ose. Bon allez, on te fait un bisou et passe une belle soirée. Salut Mehdi. Ciao. Pendant qu'on va appeler notre supporter Loïc, je te laisse l'appeler. Pour finir, tu voulais nous parler d'une petite phrase par rapport au tifo. C'est le rien à foutre des trophées. Je vais m'attirer les foudres de certains supporters, peut-être certains présents ici, mais moi ça m'a un peu chatouillé. Je trouve ça. En fait, je comprends la signification derrière. On est un club qui n'a pas un gros palmarès, mais on supporte malgré tout. Mais je trouve qu'on ne peut pas dire comme ça qu'on en a rien à foutre des trophées. On l'a vu l'année dernière quand on a gagné la Ligue 2, tout le monde était hyper heureux. Je pense aussi aux demi-finales, la demi-finale de Coupe de France, tout le monde s'en souvient, contre Guingamp en 2009, où on devait aller en finale, on devait aller au Stade de France. Je pense à des clubs comme Montpellier qui ont gagné la Ligue 1, etc. C'est leur histoire. Je me souviens de la crête orange et bleue de Louis Nicolin. Donc non, on n'en a pas rien à foutre des trophées, même à Toulouse. Et je pense qu'un jour, on pourrait peut-être, si on se concentre un peu plus de temps en temps sur la Coupe de France, je pense qu'on pourrait peut-être aller gratter un trophée. Il faut malgré tout avoir cette ambition-là. Je me souviens aussi d'un chant des Indians dans les années où ça allait pas trop, sous Sadran, etc., qui chantait... comme chaque année en février, on n'a plus rien à jouer, merci le TFC. Donc garder cet esprit-là et garder l'envie d'aller gagner un trophée malgré tout. Est-ce que tu as entendu que c'était quand même par rapport à un nouveau chant? Oui, je sais, j'ai entendu. Mais il y a une... Enfin, faut pas le voir au premier degré, je pense. Il faut le voir en mode... dans le sens où on est décrié, parce que justement on n'a pas de trophée, qu'on est charrié même par rapport à ça, hein. Et que c'est en mode, en fait, on s'en fout, vous avez notre fierté, et en gros, on gagnera ensemble plus tard. Enfin, moi, j'entends ce que tu veux dire, mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin que juste la phrase en elle-même. Moi, je le vois, on n'a pas autant de trophées, on n'a pas gagné des masses de trophées, mais avec du jeu et de la considération, on arrive à regrouper du monde. Être plein, le virage plein. On arrive à regrouper un virage et même un stadium qui quand même fait plus de 20 000 à chaque match. Moi, je le vois vraiment dans cette signification-là, quoi. C'est qu'on n'attend pas les trophées pour avoir une ferveur. C'est plus comme ça que le perçoit. C'est fort quand même, rien à foutre des trophées. Ah, mais après c'est provocateur dans le sens où les Indians seraient les premiers à être fiers de gagner un trophée. Donc c'est plus dans le, je pense, de dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des palmarès longs comme le bras pour
pour être fier de cette équipe-là, quoi. Ça, ouais. On les fait venir les Indians peut-être pour qu'ils nous expliquent. Non, c'est qu'en fait, oui, c'est que le virage sera toujours derrière le. On dirait un commentaire de texte, tu sais, de première ou de terminale. Non, mais c'est intéressant parce que tu m'expliquais que tu es abonné en virage, mais pas forcément Indians. Donc c'est intéressant aussi d'avoir ce truc. Nous, on est dedans, on est machin, mais il y a notre public aussi. Et toi, quand tu vois ça t'a choqué, on peut dire, enfin, pas interpellé. Ça m'a interpellé. Ça t'a interpellé, alors que tu vois, nous, les premiers. D'ailleurs, par exemple, le TEF a gagné la Coupe de France et tout le monde se souvient que c'est en 1957, par exemple. Donc les trophées, ça fait vraiment partie de l'histoire du club. Mais on peut pas. J'ai mis un commentaire sur le TFC qui a publié une photo de la banderole et je crois qu'il y a 18 supporters qui ont liké. Donc je suis pas le seul, je pense, à penser ça. Après, je vais pas critiquer les Indians. Non, mais au virage, tout le monde les adore. On débat autour de ça, mais je trouve ça intéressant aussi. Moi, je trouve ça intéressant que tu en parles parce que ça veut dire que même si on gagne pas des trophées, tu as un virage brise qui est plein. Je pense qu'il faut le voir plus loin, mais ça peut aussi interpeller. C'est un groupe indien qui est présent depuis 30 ans, qui ne lâche rien. Non, c'est pas rien à foutre des trophées. Oui, bien sûr, on aimerait gagner des trophées, on aimerait s'enflammer devant avec une coupe, un championnat, mais au-delà de ça. Ouais, moi ça me choque pas du tout. Et voilà. Mais je vais vous poser une question. Mais pourquoi il est plein le virage Brice aussi cette année? Pourquoi il est aussi plein? Parce que l'année dernière, on gagne un trophée justement. On va chercher la Ligue 2. Tu racontes une histoire avant de gagner un trophée. Bien sûr. Tu fais du jeu. Le virage il s'est rempli parce qu'on a accumulé les bons résultats et qu'on joue le titre. Moi, après, regarde, on est 12e, on a 8 points d'avance sur le 17e. C'est-à-dire, on est dans le ventre mou. On a vécu le ventre mou aussi, mais il n'y a pas un temps de ferveur. C'est juste que c'est une dynamique qui est positive. Et c'est ça, il y a de la considération, je le disais tout à l'heure aussi. Il y a de la considération de Comolli, de la reconnaissance. Il y a de la mise en avant de ce public-là aussi. Donc les gens, forcément, quand c'est positif, ils suivent. Mais cette dynamique, elle vient avec le gain d'un trophée aussi. C'est plus de l'autodérision, moi je pense. Tu vois, c'est vraiment. Ça reprend aussi. Ça reprend le chant, c'est le chant. Ouais, mais ça reprend aussi la banderole de Montpellier quand ils sont venus, où ils nous ont un peu chambré sur notre manque, voilà. Sur le palmarès. Donc ça répond comme ça. Non, moi ça me choque pas du tout, quoi. C'est pas. Mais moi je le voyais plus dans un sens où ça donne des arguments aux gens qui nous disent ouais machin, le TFC ils ont pas d'histoire, ils ont pas de trophée, etc. Et on peut pas forcément répondre. Alors là je vais être vulgaire et si je vais être méchant, c'est les mêmes mecs qui supportent Paris et le Barça le mercredi soir. L'histoire c'est pas. Bien sûr. L'histoire c'est pas que des trophées, tu vois. L'exemple de Colo Colo, c'est quoi? C'est une coupe de Libertadores en 91 et pourtant c'est un club. Si tu t'intéresses au foot, c'est un club de légende que tu connais, quoi. Les légendes, c'est pas que des trophées, quoi. Si là. Allez. C'est une belle banderole quand même qui a été déployée. Ça fait référence au nouveau chant, en tout cas. Ça a été un beau défaut. Voilà. Et puis c'est une manière de dire aux autres virages adverses que. Et une des meilleures ambiances aussi. Mais on est là, quoi. Pardon? La deuxième mi-temps, là, au niveau ambiance, c'était pas mal. Autour de moi, ils chantent toujours pas, ça commence à m'énerver, mais ouais. Mais ça, c'est une autre histoire. Il est sourd. Merci pour cette petite intervention. Je pense on développera plus en off, mais n'hésitez pas à réagir pour savoir si vous êtes plus d'accord, si vous voyez ça comme une autorisation, si vous êtes un peu plus interpellé comme Paul, parce que c'est aussi c'est intéressant parce que nous on n'a pas l'habitude de ça et moi je t'avoue quand tu m'as envoyé ça j'étais en mode ah ouais bon ok, mais je trouve ça bien parce que c'est bien aussi, peut-être qu'il y en a d'autres qui pensent comme toi aussi, donc c'est bien aussi. On va enchaîner Auxence puisqu'on va recevoir notre ami Loïc. Atao, rentrée, je m'en rouge, il va tenter quand même la frappe, et derrière on reçoit Loïc, supporter ajaxien. Bonsoir Loïc, comment ça va? Bonsoir, écoute, tout va bien pour l'instant. Bienvenue à toi. Merci de l'invitation. Merci d'avoir répondu présent, désolé pour le retard, mais c'est un peu une coutume. Il y a le quart d'heure toulousain qui existe ici, donc, donc voilà. Est-ce que tu peux te présenter rapidement?
Ouais, alors moi c'est Loïc, j'ai 31 ans, journaliste, et accessoirement si je suis invité ici, c'est surtout pour parler de l'ACA dont je suis supporter depuis une quinzaine d'années on va dire. Et voilà, je pense que si vous m'invitez, c'est pour développer autour du match bien évidemment, mais aussi de mes déplacements, parce que c'est ce qui fait ma particularité on va dire. Je suis un supporter ajaxien, j'habite sur le continent et je fais tous les déplacements pour suivre l'AC Ajaccio. Des grands chelems chaque année ? En Ligue 1, en coupe, donc voilà, je suis venu à Toulouse le 1er janvier et je reviens samedi bien sûr. Ah oui. Quand t'es intéressant. Et si je dis pas de bêtises, tu as quelque chose sur YouTube aussi, non ? Oui, accessoirement, oui, je partage mes déplacements sur les réseaux sociaux. Je fais vivre ça à ceux que ça intéresse. Bah écoute, c'est super. Vincent, de toute manière, l'a mis dans les commentaires. Ouais, j'ai mis la chaîne. Pour finir sur samedi, tout le stadium sera à 10 €, comme la dernière venue d'Ajaccio. Et Pass Viola et Forza Viola invités. Exactement, si j'allais venir, oui, les abonnés avec les passes sont invités. Loïc, pour les Ajacciens, côté championnat, comment se passe cette moitié de saison ? Eh ben, on aurait pu s'attendre à pire, on aurait pu s'attendre à mieux aussi, sachant que on est de loin le plus petit budget de Ligue 1 avec 20 à 22 millions d'euros de budget. Donc c'est beaucoup moins que tous les autres. On a eu un recrutement, on a tenté des coups comme des anciens comme Amouma, comme Mangani. Bon, ils n'ont pas forcément convaincus jusqu'à maintenant. Mangani qui joue très peu, quand il joue pour l'instant c'est pas très bon. Amouma qui a pris 2 cartons rouges quand il est arrivé, après il s'est blessé. Heureusement, Belaïli est arrivé en cours de saison là, et il nous a fait pas mal de bien, il nous a fait gagner pas mal de points, ce qui fait qu'on n'est pas complètement largué pour le maintien, loin de là. On a de la chance qu'il y ait des équipes pas très en forme aussi, faut pas se le cacher. Mais voilà, pour l'instant, on va dire qu'on est dans les temps de passage. C'est pas la folie, mais c'est pas encore la catastrophique non plus. Donc, on a pas mal d'espoir pour cette deuxième partie de saison, même si on a très mal fini les matchs allés avec, oui. Vous l'avez tous vu, la déroute à Monaco, 7-1. Pour le coup, on avait beaucoup d'absents. Et contre une équipe comme Monaco, ça pardonne pas. Oxens, t'as une question pour Luc. Ouais, exactement. J'avais une question par rapport à Youssef Belaïli. C'est vrai que c'est un joueur qui a une très grosse cote, qui a sûrement inondé les réseaux sociaux. À Ajaccio, comment vous le percevez, cette arrivée ? Non, putain, non. Non, j'écoute que la voix du présentateur quand il parle. Sinon, derrière, j'ai beaucoup de mal à vous entendre. Il t'a pas entendu, Oxens. Donc, il demandait par rapport à l'arrivée de Belaïli, sa cote sur les réseaux. Comment c'était perçu à Ajaccio ? Et comme tout le monde vu ce qui s'était passé à la fin avec Brest sur les réseaux sociaux où les Brestois n'étaient pas très contents surtout de l'extra sportif de Belaïli, et même qui était quand même déçu du côté sportif. Donc nous forcément on avait une appréhension. Après nous on se fie surtout au résultat sportif. Enfin en tout cas moi je parle pour moi. Et je me suis dit, bon, d'accord, on sait que le joueur peut faire des différences, c'est un profil créatif qui nous manquait énormément. Je me suis dit, bon, on va attendre pour juger, on va pas l'enterrer tout de suite. Et force est de constater que, dès qu'il est arrivé, il a fait la différence tout de suite. Il nous a apporté ce côté technique, comme je disais, qu'on n'avait pas du tout, on n'avait pas ce profil-là. Donc il s'est apporté par ses dribbles, par ses petits crochets dans la surface. Dès qu'il est arrivé, il a su nous rapporter des points. Bon, il a marqué pas mal de pénaltys. Son premier but dans le jeu, je crois qu'il doit être à 4 ou 5 buts là. C'était contre Monaco. Donc quand il est là ou quand il est pas là, on ressent la différence. Si vous avez vu le match, vous l'avez sans doute vu, Toulouse ACA de championnat, ça n'a pas été son meilleur match, loin de là. Mais il y a d'autres matchs où il a fait beaucoup de différence. Et là, je pense que samedi il sera titulaire parce qu'avec tous les absents qu'on a, je pense qu'on n'aura pas trop le choix, on va pas trop faire tourner. Et voilà, donc on attend beaucoup de lui et je pense que c'est lui qui peut nous faire maintenir. En parlant de samedi, je pense que dans les points forts, je pense que tu nous as fait une belle carte d'identité de Belaïli. Donc je pense que le citer serait pas de trop, mais est-ce que vous avez d'autres points forts hormis lui ? C'est dur de
on avait la saison dernière déjà en Ligue 2, on est monté grâce à notre défense, donc qui a un petit peu plus de mal cette saison forcément parce que le gap entre la Ligue 2 et la Ligue 1 est important. Mais bon, on a toujours un Benjamin Leroy qui est très fort dans les buts. Bon, bien sûr, il s'en est pris 7 dimanche, mais bon, c'est voilà. Après, c'est l'autre tableau, c'est Monaco. Enfin, nous, c'est le constat qu'on a aussi avec Toulouse, c'est que le tableau et le reste du championnat, il y a quand même une sacrée marge, on va dire. C'est ça. Donc on avait cet état d'esprit, enfin ce côté défensif qui était notre force. Là, forcément, en Ligue 1, c'est plus compliqué. On avait aussi notre état d'esprit. Je fais pas de dessin, mais voilà, l'état d'esprit corse. On lâche pas sur le terrain, on donne tout jusqu'au bout. Donc ça aussi, c'est ce qui nous a fait monter la saison dernière. Là, malheureusement, on a perdu un petit peu ce petit côté-là, surtout sur les 2-3 derniers matchs où c'était assez catastrophique, où on n'a pas montré d'envie, où on n'est pas rentré sur le terrain avec le couteau dans les dents. Surtout contre Monaco, je reprends cet exemple parce que c'est le dernier match. Il nous manquait aussi Vincent Marchetti, qui est incontestablement notre meilleur joueur cette saison. Tous les observateurs disent que c'est lui qui impressionne le plus, donc les Ajacciens ne se trompent pas en l'érigeant un peu comme le chouchou. Il est blessé, donc je sais pas s'il sera là samedi, mais quand il est là ou quand il est pas là aussi on voit la différence. Surtout que Coutader était aussi blessé. Quand on a une paire de 6 Coutader Marchetti, on peut voir le match avec un petit peu d'optimisme. Mais quand ils sont pas là, surtout qu'on a perdu Chazim Lassi qui est parti au Sparta Prague, et nos remplaçants, comme je disais, Mangani n'est pas dans la forme de sa vie. Florian Chabrol, il débute, il est là depuis un an et demi, mais il commence à jouer que maintenant pour pallier les absences, et pour l'instant ça n'a pas donné entière satisfaction. Les points faibles, Ajaxiens? Et là, ça va être clairement les points faibles, c'est pas volontaire, mais voilà, c'est là ce qui va faire la différence, ça va être le nombre d'absents, parce qu'on n'a pas un effectif très très large, même si on a fait des efforts par rapport à des saisons de Ligue 2 où c'était vraiment très juste. Là, on a essayé de doubler tous les postes en début de saison au mercato, mais avec toutes ces blessures, ça commence à faire pile poil. Là, en Coupe de France, la semaine dernière, on a fait jouer un jeune 19 il y a 16 ans. On fait monter un attaquant de la Nationale 3 là et 2-3 derniers matchs. Donc voilà, notre point faible, on va dire que c'est l'effectif qui est pas très étoffé pour le moment, et puis la confiance. Là, la confiance va être en berne pour ce match, surtout que la Coupe de France pour nous c'est pas un objectif, même si le coach a dit qu'on l'a joué, qu'on la lâcherait pas comme ça, on va pas la jeter, mais voilà, nous l'objectif ça va être clairement le maintien, surtout que la CA en Coupe de France n'a jamais été une grande histoire d'amour. On est souvent éliminé par des équipes de N2, de N3. Et voilà, donc on partage aussi pour samedi, surtout que la dernière fois, je crois que la CA est allée en quart de finale de Coupe de France, c'était en 1965 ou 66. Le dernier bon parcours, c'était il y a presque 60 ans, donc ça inspire pas. Nous, 10 ans avant, on l'a gagné, donc ça risque d'être un bon match, samedi. Le match des histoires. Ton point de vue, toi, côté d'Ajaccio sur le TEF, est-ce que tu regardes un peu, est-ce que tu as suivi un peu de loin même, enfin, quel est ton avis sur le Toulouse Football Club? Le club a mis le TFC, donc depuis le dernier match de la saison dernière avec le match de la montée. C'est vrai. Donc oui, depuis, il n'y a pas eu une amitié qui s'est liée entre les deux clubs, mais voilà, maintenant quand on parle de Toulouse à des Ajacciens, on en parle avec plaisir, parce que sans parler que vous nous allez donner le match ou pas, c'est pas une question, mais bon, on est monté grâce à ce match-là, grâce à cette victoire-là, donc ça reste des bons souvenirs pour tout le monde. Donc Toulouse, même avant ça, j'avais une opinion, c'est pas un club que je déteste, c'est pas un club que j'adore non plus, mais voilà, c'est un bon petit club. J'aime toujours venir à Toulouse, donc là ça va être la 5e ou 6e fois, je sais plus trop. Mais voilà, ce qui est bien à Toulouse, c'est qu'on est toujours très bien accueillis. Là, par exemple, le dernier match, le 1er janvier, ils ont offert à boire et à manger à tous les supporters, donc je sais pas si c'est ça. Ils le font à chaque match. Sauf au Marseille. Pour tous les matchs, voilà, donc ça fait plaisir. Ils le font à chaque match. Moi qui ai fait plus de 210 déplacements, c'est extrêmement rare que les parquages, que les clubs offrent quelque chose aux supporters visiteurs. Donc
Donc on a quand même de bonnes opinions sur Toulouse. Et voilà, je suis content que vous soyez en Ligue 1. Je suis content que si vous maintenez. Après, si on peut finir devant vous, on va pas se faire prier, mais voilà. Justement, tu disais que tu es venu plusieurs fois au Stadium, donc tu as un petit peu pu voir aussi l'évolution entre le TFC avant et après rachat. Est-ce que tu as senti, toi, du côté visiteur, dans ton expérience Stadium, des évolutions en dehors des repas, et, comme tu viens de l'évoquer? Justement, pour le match à Toulouse, c'est que je me souviens quand je suis venu la première fois, il y a 6-7 ans, et quand je compare à maintenant, il y a eu un glow-up, comme on dit, quand même intéressant. Donc là, le stade plein, il y avait quand même un petit peu d'ambiance. Bon, j'exagère, il y avait de l'ambiance, tout le monde en violet et tout, c'est esthétique. Enfin, je trouve que dans le stade, ça fait beau. Des jeunes, des moins jeunes, toujours en plus des Toulousains qui viennent me voir, qui me souhaitent bon match, même sur les réseaux sociaux, donc tous très sympathiques. Dans le stade, ça bouge bien. Quand il y a les buts, nous à côté du parquage visiteur, ça descend en bas. C'est des jeunes supporters, ouais. Je vois, mais bon, ça fait plaisir de voir un stade animé. Et c'est sûr que ça a bien changé le stadium. Et puis bon, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, mais oui, d'un point de vue extérieur, on le remarque. Un joueur que tu voudrais, t'as droit de nous piquer un joueur pour jouer à Ajaccio, tu nous prends qui? Un seul, hein. Bonne question. Mais si je dis Van Den Boomen, ça va pas être très... Ouais, non, mais après, c'est pas grave, hein. Non, mais il y en a beaucoup qui veulent nous le piquer, par contre. Rouault, il est pas mal. Rouault, ouais, c'est pas mal aussi, ouais. Il est potentiel. Hors de nos finances, etc. Mais oui, un jeune défenseur comme ça nous irait bien. On aurait bien besoin d'un buteur. Donc je vais pas dire Onaïwou. C'est vrai, il faudrait un buteur qui marque des buts, nous. Il y a Begraoui, il y a des bons petits joueurs à Toulouse. Hein. Même, moi j'ai trouvé ici Agassila qui a pas été mauvais contre nous. Non, c'est une belle équipe. Je pense que tous vos joueurs qui sont titulaires seraient titulaires à Ajaccio aussi. Ouais. Largement. C'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir ce côté-là, parce que des fois, je pense qu'on se rend pas compte aussi. On va passer au prono, messieurs. On finira par toi, Loïc, qui va commencer en cabine avec Auxence, sachant que Mehdi nous a annoncé un 2-0 avec un but de Dalinga. Et de Costa. Pardon. Bah oui. Ok. Ça remplace l'euro de la tête. Hein. Ok. Mettez 10 balles ou perdez 10 balles. Allez, moi pour mon prono, je vais dire un match serré parce qu'il va y avoir des blessures, que ça va tourner. J'aimerais bien 1-0 Kamanzi. Grosse cote, mais ça serait bien. Mettez 10 balles, vous perdez encore 10 balles. Il a pas de cote en bas que le petit, il peut y aller. Hein. Non, je sais pas, en plus c'est vrai que ça va faire tourner. Cote encore plus élevée, 1-0 Soiseau. Oh là là. Il est qualifié pour... Je m'en fous, je joue la cote quand même. Il faut être joueur, les gars. Un peu. Moi, je vais dire 2-2 et le dernier penalty mis par Dupé. Ouah, ça va faire joli. Toi, tu veux que je fasse un arrêt cardiaque, toi. Là, je dis n'importe quoi. Ah ouais. On va gagner 3-1. Doublé de Dalinga. S'il y a 2-2 les pénaux. Ça me rappelle un TFC Auxerre à l'époque. Oui, de la Ligue. Avec Zachary Boucher qui se fait chahuter par le virage Brice. C'était coupe de la Ligue, ouais. Doublé de Dalinga et un petit jeune là qui va jouer. Qui va jouer. Ah, Skita. Tsingaras peut-être. Ah, pourquoi pas. Il a joué KN 3 d'ailleurs ce week-end. Match complètement débridé, 4-3 pour Toulouse. Moi 2-0 et j'aimerais bien Birmancevic et Dalinga pour la confiance qui marque contre Ajaccio. Et on rappelle à Loïc qu'on est sobre quand même. Très très confiant autour de la table. Loïc, pour essayer d'équilibrer un peu tout ça, qu'est-ce que tu pronostiques? Moi je vois le contraire d'un match débridé. Après je sais pas si vous allez faire tourner. Si on va faire tourner, ouais. Bon. Allez, je vais être optimiste quand même, on va dire 0-0. Et puis bon, allez, la CA va se qualifier au tir au but quand même. Allez, 4-3 au tir au but. On va dire 0-0, 4-3 au tir au but, qualification de la CA. Sur le fil, parce que nous, comme j'ai dit, on va avoir une équipe bien réduite. Donc ce serait un miracle, mais je prendrais les tirs au but. Les tirs au but, déjà un match nul à la fin du temps réglementaire, ce serait un petit peu comme une victoire pour nous, vu l'état actuel de... Sachant que les tirs au but sont dès les 90 minutes, il n'y a plus de prolongation, sauf pour la finale. Merci beaucoup Loïc d'être intervenu. Toi Camille, ton prono? Moi mon prono
Je dirais. Je vois bien. Match 3-2. 3-2. 3-2. Moi, Bierman, je le vois bien aussi. Skita Dalinga. D'accord. Merci, Loïc. Merci à vous. Peut-être samedi au stadium, pourquoi pas. Et bon déplacement, bon match. Vous aussi. Que le meilleur gagne. Exactement. Ciao, à bientôt. Ciao. On va enchaîner de suite avec l'interview supporter. Elmander dans la surface. 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet. Voilà, le bon ballon pour Elmander, la frappe d'Elmander. Ce jingle est beaucoup trop long, mais est tellement bon qu'on est obligé de le laisser. C'est le jingle du patron. Celui-là, ouais. C'est un des premiers jingles que j'ai réalisé. Mais ça sent ce qui fait 45 secondes. Donc c'est beaucoup trop long. Celui-là. Non, celui-là, c'est moi. J'ai toujours cru que c'était Mehdi. Non, c'est moi celui-là, non. C'est Benjamin Psom, non. Ouais. Tu sais qu'avec ces conneries, on l'a reçu dans l'émission. Non, c'est qu'à l'époque où j'étais au chômage. Comme quoi. D'accord, ça réussit pas toujours à tout le monde, le chômage. Paul, quel âge as-tu? J'ai 22 ans, bientôt 23. Voilà. Depuis combien de temps tu supportes le TFC? J'ai toujours habité à Toulouse, Saint-Cyprien, à côté du stadium. Mon père, je crois qu'il m'amène au TEF depuis que j'ai 3 ans, quelque chose comme ça. Donc 2003. Tu te souviens de ton premier match? Ouais, je m'en souviens bien. TFC Nancy, 2 partout. Je crois que c'est Jean-Daniel Akpro qui marque à la fin. Jean-Louis Akpro. C'était aussi mon premier match. Jean-Louis Akpro. C'est fou ça. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et carton rouge de Laurent Batles. Ouais, avec le Nancéen qui sort sur civière. Pour son retour au stadium, je crois en plus. Je crois que c'était son premier match. Si tu le dis. Ouais. Alors Batles s'était énervé hier parce qu'ils ont raté le match. C'est quoi, c'est son oncle ou... Son frère. Son frère, ah ouais. Son frère, Jean-Daniel, c'est le petit frère, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Ouais. Premier match au stadium, un TFC Nancy. C'est plutôt TFC Nancy, il y avait Platini déjà à l'époque. Et Olivier Rouillet. C'est pas une balle perdue. C'est sexy comme affiche, hein, franchement. Ouais, écoute, on a tous notre petit premier match de toute manière. Faut bien y aller une fois. Du coup, supporter grâce à papa? Ouais, c'est ça. Et puis après, mon père, il m'a toujours dit, t'habites à Toulouse, tu supportes le TFC, quoi. C'est tout. Ah ouais. Ah bah c'est très bien ça. Belle mentalité, ça. Ouais. Toujours supporter, même quand on prenait les branlées tous les week-ends. Toujours même. Jamais un petit maillot de Marseille qui traînait derrière moi. Non. Ça c'est bien. Aller au Vélodrome pour voir une fois l'ambiance, c'est à faire, mais pas supporter Marseille, c'est Toulouse ici. C'est très tout. Et le Saint-Cyprien, à côté du stadium. Donc rapide du coup pour y aller, ouais. Ouais, 35 minutes à peu près. Par contre, les retours dans le froid, après des matchs bien pourris, je m'en souviens bien. Le 0-1 à la 90e, quoi. Mais ça forge le mental aussi, ces trucs. Ton meilleur souvenir est pourquoi? TFC Reims, je crois que c'est 2014, là quand il y a les travaux où on revient et c'est Ben Yedder qui casse les reins, attaque Alfred. C'est Ben Bassat qui marque de la main, Serge Aurier qui marque de la tête. Non, c'était incroyable. C'était bien quand il n'y avait pas la VAR. On peut mettre des buts de la main. Mais tu sais que ce but de Wissam, moi je m'en souviens comme si c'était hier. Et en plus on l'a vraiment devant nous, on le voit là, le pauvre, je pense que ses reins sont encore sur la pelouse du stadium. Mais c'est surtout pour moi, l'un de ses plus beaux buts au stadium, tu vois. C'est plus technique. En plus, c'est le scénario, je crois, on perd 2-0. Oui, c'est le 3-2. À la 75e. La 75e. Ouais. Il y a une triplée d'un quart d'heure. C'est mon meilleur souvenir. Pire souvenir et pourquoi? Pire souvenir Il doit y en avoir, t'inquiète pas, cherche. Ouais, il y en a. Après, on descend en Ligue 2 avec le Covid, donc je peux pas vraiment dire souvenir parce que j'étais pas au stade, etc. Mais je dirais contre Marseille, là, si on prend 6 buts à la maison, je crois Batshuayi qui marque, c'était un de mes pires souvenirs. Voilà. Et meilleur souvenir aussi, c'est avec Zeko, Hamada de la tête contre Rennes. Ça, c'était incroyable. Ça, c'est sûr. Ouais. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver au TFC? C'est difficile, il y en a plusieurs. Tu peux en mettre plusieurs. J'aimais beaucoup Etienne Capou. Et je me souviens de son but de la tête contre le PSG où il a la petite mèche blonde. Pour son anniversaire. Ouais, c'était incroyable. Après, j'aimais bien un joueur, ça va vous choquer, personne l'aimait, mais j'aimais bien, moi, Toivonen à l'époque.
Oh, ça va, belle cote quand même. Personne l'aimait, je m'attendais à un Gounino ou un Veskovac, tu vois. Mais... Dédicace à mon pote Valentin avec qui j'avais mon éternel débat. Il me disait mais t'es malade d'aimer Toivonen, etc. Et le match où il met son triplé dans le brouillard, j'y étais. On l'a pas vu. Rien vu. Non, on l'a pas vu. Apparemment, c'est pas lui qui jouait. Moi, je te le confirme, on l'a pas vu. Et mon pote, il me disait en plus, regarde, il est pourri. Le seul moment où il a été bon, c'est quand il y avait du. C'est vrai en plus. Non, bon joueur avec Toivonen, grosse carrière internationale et tout en plus. C'était pas. Après, il arrive un peu sur la fin. Ouais, c'est ça, il arrive chez nous sur la fin. Ouais. Et il est toulousain quand il plante un but contre l'équipe de France, quand la Suède gagne. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, exactement. C'est pas lui qui met un lob là de. Si, t'as Durmaz qui met le premier et t'as lui qui met le deuxième. J'adorais Jimmy Durmaz. Durmaz aussi. Et toi qui aimes bien Birmancevic, je trouve pas qu'il y a un petit Durmaz, enfin pas du Durmaz en lui, mais qui a un peu le même style de joueur. Si, ouais, je trouve tonique, technique. Vif et tout, un peu frêle aussi là. C'est ça. Moi j'aime beaucoup, vraiment. J'espère qu'il jouera un peu plus. Ouais, puis gaucher. Fragile et fort à la fois. Non, mais puis gaucher, les petits gauchers techniques comme ça. Après, il y avait Fodé, tu vois, mais bon, c'est notre époque là. Oui. Non, le vrai. D'accord. Pour finir, si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui ? Si je devais être un joueur du TFC, c'est difficile. Peut-être Abel Aguilar au milieu de terrain. J'aimais beaucoup Abel Aguilar, physique, meneur d'hommes, homme de vestiaire. Quand on avait Aguilar au TFC, je trouvais ça incroyable, moi, d'avoir ce joueur au TFC. Bon joueur, c'est clair. International colombien et tout, donc j'aime beaucoup. Voilà. Capitaine du TEF même, si je peux te conneries. À un moment, ouais. Capitaine aussi. Ouais. Mais merci beaucoup Paul pour avec plaisir. cette petite interview et merci à vous. On va finir en beauté avec les 4-5 minutes qui nous restent parce qu'on a dépassé déjà de 16 le quiz d'Auxence. Et maintenant c'est le quiz de la fin de match. Oh maintenant on s'en branle des horaires, on respecte plus rien de toute façon. Ouais, c'est catastrophique là. Bon, pour ce quiz je vous ai fait la deuxième édition de Devine le joueur. Explique les règles parce que Paul peut-être connaît pas forcément tous les rouages, donc explique les règles. Ne t'inquiète pas, c'est prévu. Alors là, ça va être un jeu de rapidité où je vais vous dire la. Et Bonto. Je vais vous dire la chronologie des clubs dans la carrière pro d'un joueur qui est passé au TEF. À vous de trouver lequel. Sachant que pour cette série, le seul indice que je peux vous donner, c'est qu'ils font tous partie de l'aide Redbird, qu'ils soient actuels ou passés, comme la première fois. Oui, après Ginovray. J'aime bien que c'est plus ancien. Ginovray pour la prochaine fois. Aucune culture. Il connaît même pas les Bonto, je suis sûr. Auxence, si quand même. Attends. Ah ouais. Elliot, tu vois, il l'a peut-être pas connu. Albeg. Mais c'est pour ça qu'il est pas là. C'est bon pour tout le monde. De toute façon, t'inquiète pas, à la fin, c'est moi qui perds. Allez, vous êtes prêts pour le premier ? Oui, vas-y. Abidjan, Sahel, Streda, Sangaré ? Non, Celtic Glasgow, TFC. Hudson-Edouard ? Hudson-Edouard. Non. Lagantois. Julien ? Charleroi, Watford. Capou ? Mais non. Je vous rappelle qu'ils font partie Sissoko. de Redbird. Redbird. Ah merde, ils font. Gradel. Vous l'avez déjà oublié ? Gradel ? Non. Bostock. Non. Non, je l'ai. Vas-y. J'ai oublié son prénom. Tu l'as pas. Mais du balance non. Hein voilà. Ah, t'as oublié ça. Non, je. Merde. Abidjan, c'est un Ivoirien déjà. Ah, c'est bon. Sangaré. J'en ai un qui est là sur le Facebook Live, c'est Cédric, c'est Bayo. Bravo, c'est wow. ça, c'est exactement ça. Un point pour Cédric sur Facebook Live. Vakoun Bayo, vous l'avez déjà oublié ? Bah ouais, je l'avais oublié. Moi, je l'avais oublié. Ouais. Sacré joueur de tête. Ouais, fait du bien devant lui. Allez, deuxième joueur, pardon, j'allais dire. On oublie vite quand même. Ouais. Rennes, Lorient, TFC, Columbus. Morera. Ouais. Ah putain, ouais, bien ouais. Attends. Ouais. N'oublie pas la légende. N'oublie pas votre côté droit, c'est légende. On est des. Hein on est des joueurs de foot. Voilà. Allez, troisième. Lille, Roeselare, Charleroi, Genk, TFC. C'est dans l'ordre, je vous rappelle. Lille dans l'ordre. De Wast. Ouais, c'est ça, de Wast. Format Lille. Ouais, format Lille. Oh le con. Ah ouais, non, c'est Vincent. Celui-là aussi. Là, il est à Louvain, là. Ouais. Qui il reste Gérard Louvain. Non, excusez-moi. J'adore. Il est meilleur sur les réseaux sociaux que sur le terrain, celui-là d'ailleurs. Mais bon, bref. Ouais. Pas Gérard, hein. L'autre. Quatrième. On pourrait faire Gérard. Pardon. Le quatrième, celui-là, je pense que ça va aller vite. Ouais. Attention. TFC, Mönchengladbach. Et Gounou. Connais. Ouais. Putain, connais les deux, hein, du coup. Oui, c'est vrai. C'est les deux. C'est vrai que je me suis rendu compte que ça aurait pu être les deux. J'avais noté Koné. Donc j'ai 2 points.
Je reconnais que c'est Ngoumou passé aussi, c'est vrai. Du coup, question annulée, non, comme elle est falsifiée. Ah, vous vous débrouillez entre vous. Non, mais Ngoumou, il est pas à Gladbach. Si, les deux sont à Gladbach. Les deux à Gladbach. C'est qui a Leverkusen? Ah oui, c'est la vie à Leverkusen. Lui aussi, on oublie vite. Hein. Allez, 5e. TFC, Laval. Sana. Samsonite, il appelle les mecs du TEF, son surnom. Sana, qu'on avait vu, on l'avait croisé à Cugno sur un match R3 parce que c'est son ancien club qui jouait, il était venu voir le match. Ah ouais. C'est énorme. Ça sera coupé au montage. Hein. Merci Camille. Non, c'est intéressant. Il connecte pas les mecs qui viennent comme ça le samedi soir à 20h, c'est pas beau. C'est pour ça qu'ils jouent à Laval. Hein. On enchaîne. Bon joueur en plus. Azur Star, TFC, Serein. Serein. Ouais. C'est la Belgique. Ouais. Dégueureux. Non, bah non. C'est dans l'ordre, donc là ça veut dire qu'il joue actuellement. C'est la Gantoise. Mvoué. Ouais, c'est ça. Ouf. Steve Mvoué, c'est ça. C'est chaud, toi. Allez, le 7e. Manchester City, Peralado. Manuel Garcia. Ah, ça marche aussi, mais pas à l'époque. Oh putain, j'aurais dû me taire. Rien que pour ça, j'aurais dû me taire. Non, c'était pas l'époque Redbird. Hein. Je m'en fous, on accorde un point à Paul pour Manu Garcia. Est-ce qu'il est rentré au moins? Ouais. Ça manquerait d'un petit maillot Manu Garcia quand même dans le fond du. Mais écoute, c'est toi qui es sur Twitter. Je pensais que ce serait le nouveau Trejo. Très bon joueur, Manu Garcia. Très bon joueur. On adorait ce joueur. Je rêve de lui la nuit. Calme-toi. On enchaîne. T'as fini? Non, pas encore. Il en reste encore. Willem 2, PSV, Alkmaar, Abouklal. Ouais, c'est ça, Abouklal. Allez, le 9e. Rosenborg, Ranheim, Tromsø, TFC. Kamanzi. Ouais, Kamanzi, je l'ai entendu. Je sais pas qui c'est qui l'a dit. Fred, la voix de la sagesse. Allez, la dernière. Et on termine avec la dernière, je pense que c'est la meilleure. Est-ce qu'on remet tout sur la dernière ou pas? Oui. Sachant que je mène au score. Je pense. Allez. Chamalières, Orsine, Camille, Bozel et Fonsegrive. Camille Armé. Ouais. Il est pas trop Redbird, hein, il est un peu périmé. Hein. Attends, t'en as oublié, parce qu'après Fonsegrive, j'ai quand même rejoué encore après. Ouais, mais ça compte pas la licence avec. Si, j'ai joué en corpo, j'ai même joué en vétéran. C'est pas la FFF. Moi, je me base sur les données de Vincent, hein, j'y peux rien. Ouais, t'as même pas si c'est le Sporting, c'est moche. Mais non, c'est pas FFF. Ouais, c'est vrai. Tiens, vas-y, raconte-nous une anecdote quand t'as gagné un Euro. Non, mais j'attends la quiz de fin. Le jingle fin de quiz. Attends, il faut me lancer, n'oubliez pas que je suis un débutant. Je vous le lance. Je suis en train de me remémorer ma carrière en plus. Oui, je le vois que là t'es parti là. Je vous raconter dimanche à Saint-Flour. Non mais Chamalières, en Coupe de France. Ça. Sur le trajet en voiture, mon père me dit. Il joue mon pied d'ailleurs face au PFC samedi. C'est un bon match. Allez messieurs, on va arrêter sur ces belles paroles. Merci Paul. Avec plaisir. J'espère que ça t'a plu ce petit moment avec nous. Ouais, très intéressant. J'espère revenir quand vous voulez en tout cas. On te réinvitera. Vu les références que t'avais, tu peux. Là avec Toivonen et Aguilar, dans mon respect. On repartagera bien sûr l'émission. On se retrouvera peut-être au stadium aussi. On te souhaite bon courage, mais je suis en train de chercher mes mots. Et en fait, je vais remercier tout le monde. Et ça, merci Oxens à la technique. Bon, j'espère que j'ai pas trop gaffé pour la première. Non, été beau, très belle première. Bon, ça va, merci. Elliot aux oubliettes. Hein. Je dirais les encouragements pour le second trimestre. Bon match contre Ajaccio, en espérant qu'on se régale un peu plus. Il y en a une qui sera fière de lui, je crois, quand même, ce soir. On remercie Fred et Nathan. Ça va déraper, ça va glisser les messieurs. Donc on va remercier Fred, on va remercier Nathan. Moi je remercie Fred pour ça. Ouais. Merci à toi Vitz aussi. Merci à toi Camille. Merci à tous et celles qui nous suivent. N'hésitez pas aussi à commenter les nouveaux formats, les nouveaux visuels, etc. Demain aussi on va sortir on explique tout ce qu'on va faire demain. Je sais pas. On va sortir l'émission pas qu'en intégrale, on va sortir aussi en petite partie. Ouais, on va sortir des extraits, voilà les meilleurs moments. Oui, tu m'as lancé, c'est gentil. Comme ça, si vous avez pas envie de vous retaper toute l'émission et que vous voulez savoir, tiens, Ajaccio, c'est quoi leur point fort, leur point faible avant le match de coupe, vous pouvez vous récolter en 10 minutes l'intervention de Loïc par exemple. Ouais, l'interview supporter aussi sera coupée avec le quiz. Enfin voilà, toutes ces petites choses là.
On vous remercie à toutes et à tous. On vous souhaite une très très belle soirée. On se retrouve samedi, coup d'envoi 18h pour TFC Ajaccio. Tout le stadium à 10 €. Juste allez remplir ce putain de virage qui soit encore une nouvelle fois rempli, qui résonne très fort pour qu'on aille chercher bien sûr la victoire et la qualification. Parce que je rejoins Paul, la victoire en coupe, il ne faut pas l'exclure même cette année ou l'année prochaine. On s'en fout. Ça reste des aventures et il faut essayer d'aller au bout quoi qu'il arrive. On sent le meneur d'homme là. Ouais, c'est beau. Ciao, ciao messieurs. Ciao, ciao bonne soirée. Ciao.